Nous sommes le 24 décembre et il est temps de faire le bilan de cette année 2012. Alors plutôt que de vous proposer une rétrospective toute bête, on a eu une idée. À Europe 1, on a voulu demander à plusieurs grands témoins de venir nous dire ce qu'ils avaient appris, ce qu'ils avaient retenu de cette année. Et le premier qui a accepté de se prêter à ce jeu, c'est vous. Bonjour Hubert Védrine. Bonjour. Vous avez été 5 ans ministre des Affaires étrangères sous Lionel Jospin et on va parler ce matin de l'international. Ce sera la question rituelle cette semaine, je vous la pose. Qu'avez-vous appris en 2012 ? Qu'est-ce que vous retenez ? Pour moi, 2012, c'est une confirmation des années précédentes parce que ça fait maintenant une vingtaine d'années qu'on est dans le monde dit global, où les Occidentaux au début avaient cru assurer leur suprématie complète à cause de la fin de l'URSS. Et en fait, c'est une vaste compétition, une vaste mêlée, donc cette dynamique se développe d'année en année, les émergents émergent, les Occidentaux, une influence qui reste considérable mais qui devient relative, donc c'est beaucoup plus compliqué pour eux, et il y a toutes sortes de phénomènes qui se développent, mais dans cette logique. Et il n'y a pas de différence tout à fait particulière entre 2011, 2012, 2013, sauf des phénomènes plus précis, comme par exemple le fait que enfin la zone euro arrive à se doter dans la douleur d'un gouvernement économique, ce qui est un progrès, des choses de ce type. Où on a vu que, bien que la moitié des Américains ne se résignent pas au monde tel qu'il est, c'est-à-dire un monde où le leadership américain n'est que relatif, ils ont quand même, malgré tout, réélu Obama. Alors justement, le justement, monde moderne. Vous voyez, il y a des éléments comme ça intéressants. Obama, pour vous, c'est un des événements majeurs de cette année ? Oui, les États-Unis restent la puissance numéro 1 du monde, même si ça n'est plus l'hyperpuissance dont je parlais moi dans les années 90, ça reste la puissance numéro 1 en richesse, en puissance militaire, monétaire, économique, technologique, en influence sur le monde, et la Chine est très loin de faire jeu égal, même quand statistiquement, pour des phénomènes d'agrégat de chiffres, elle passera devant apparemment en PNB. Donc ce que fait ce pays, ce qu'il fait ou pas d'ailleurs, ça reste très important pour tout le monde, même si les États-Unis ne peuvent pas non plus faire exactement ce qu'ils veulent. On le voit partout, au Moyen-Orient par exemple, mais ça reste fondamental. Et leur relation avec la Chine, c'est un élément qui va être déterminant pour des décennies maintenant. Je voulais vous parler aussi de la Syrie. C'est sans doute le pays dont on a le plus parlé cette année. Les reporters d'Europe 1 y sont allés plusieurs fois. Écoutez, c'était au mois d'août, François Claus dans les rues d'Alep. Tous les civils ont quitté le quartier, totalement dévasté. Certaines familles ont laissé leurs clés aux combattants qui ont creusé des brèches dans les appartements pour échapper au repérage des snipers de l'armée embusqués sur les toits voisins et qui tirent régulièrement. Hubert Védrine, plus de 40 000 morts en Syrie. Il y a 4 mois, quasiment jour pour jour, François Hollande réclamait à l'ONU une action urgente. 4 mois après, pourquoi est-ce que rien n'a bougé ? Réclamer à l'ONU une action urgente, ça veut dire que le Conseil de sécurité doit se mettre d'accord, puisqu'il est le seul à pouvoir décider légitimement de l'emploi de la force au titre du chapitre 7, et que la Russie et la Chine y sont opposés, puisque la Russie considère que le régime qui suivrait celui d'Assad serait pire que celui-ci, ou que ce serait un chaos général. C'est-à-dire, une partie des Syriens reste divisée, ils trouvent la répression atroce, vous avez cité le chiffre des 40 000 morts des deux côtés d'ailleurs, mais beaucoup de Syriens ont peur d'un régime qui serait islamiste, tout à fait fanatique après. Et Poutine est d'autant plus fort que sur ce point, ce qui n'est pas le cas de tous les Juifs, il est soutenu par l'opinion russe, à cause de l'influence possible sur le Caucase. Donc ça montre que les Occidentaux au début avaient cru, à partir de la chute facile de Ben Ali et de Moubarak, ils avaient cru que ce serait facile concernant Assad. On ne peut pas dupliquer. Non, ils avaient cru pouvoir atteindre leur objectif sans la Russie. Et finalement, d'une façon ou d'une autre, les Occidentaux sont obligés de se mettre d'accord avec la Russie, avec la Turquie, avec les Arabes engagés dans l'affaire, c'est-à-dire l'Arabie, le Qatar et quelques autres, pour trouver une issue à cette affaire qui est abominable, mais elle nous démontre aussi qu'on n'est pas les maîtres du monde. Donc ce n'est pas le degré de notre émotion devant l'horreur de la tragédie qui nous donne les leviers suffisants pour changer la situation de facto. Mais justement, est-ce que l'une des leçons de cette année, c'est pas également peut-être une confirmation aussi que l'ONU, quand il faut gérer ce genre de crise, n'y arrive pas ? Oui, mais l'ONU, c'est le nom de la salle, hein. L'ONU, les Nations Unies. Ce qui est important, c'est ceux qui sont à l'intérieur, c'est ça que vous dites. C'est ça, oui. C'est comme le G20, etc. C'est des enceintes. Donc l'ONU, le terme uni est de trop d'ailleurs dans les Nations Unies. Il vaut mieux qu'il y ait une organisation que pas. Ce qui est important dans les Nations Unies, c'est le Conseil de sécurité. Et le Conseil fonctionne bien, il est efficace, comme par exemple dans la toute première guerre du Golfe, quand l'Irak avait envahi le Koweït, quand les membres permanents sont d'accord. Là, il y a une efficacité potentielle. Quand ils ne sont pas d'accord, ils ne sont pas d'accord. C'est d'ailleurs pour ça que je dis souvent qu'il n'y a pas encore de communauté internationale, même si on se sert du terme très souvent. Donc il faut faire de la politique réelle, quoi. Il faut mettre d'accord les pays que je viens de citer, qui sont ceux qui peuvent avoir une influence sur la transition et sur l'avenir de
de la Syrie. Je parlais tout à l'heure sur la Syrie de cet appel lancé à la tribune de l'ONU par François Hollande. Vous qui avez longtemps travaillé avec François Mitterrand à l'Élysée, je voulais avoir votre avis. On a beaucoup dit que François Hollande n'avait aucune expérience à l'international. Comment est-ce qu'il s'en sort depuis qu'il est arrivé d'après vous ? Oh, il s'en sort bien, et de toute façon, c'est un mauvais argument parce que la plupart des dirigeants élus dans les démocraties occidentales modernes n'ont aucune expérience internationale. Quelle est l'expérience de Schröder avant son élection, de Tony Blair, de Cameron, de Madame Merkel, d'Obama? Zéro avant. Le seul exemple inverse, c'est celui du président Bush père, qui avait fait une carrière internationale avant. Donc c'est un faux procès. Après, certains s'en sortent plus ou moins bien. Vous voyez, par exemple, Obama, il est extrêmement intelligent, il a compris comment le monde fonctionnait, il a un peu de mal à traduire ça en une véritable mécanique politico-diplomatique, etc. Bon, et après, ça dépend de chaque pays, mais on est dans un système d'interdépendance où il faut trouver des phénomènes de levier dans les enceintes dont j'ai parlé. Et en plus, s'agissant du président français, vous me posiez la question, le délai est trop court. En plus, pour commencer à faire un bilan, mais il n'y a pas d'erreur notable. Et le rééquilibrage qu'il a entrepris en ce qui concerne l'Allemagne et les autres pays clés de la zone euro, c'est fondamental. Alors justement, c'est une nécessité absolue. Le couple franco-allemand, on en a beaucoup parlé cette année, est-ce qu'il fonctionne encore d'après vous ? Oui, ou est-ce que c'est une chimère finalement ? Moi, j'en ai pas parlé parce que j'ai toujours trouvé que le mot était impropre. Couple, c'est trop introverti, trop sentimental. Il y a eu des moments historiques extraordinaires de Gaulle, Adenauer, Giscard, Schmitt, Mitterrand, Kohl. Mais de toute façon, depuis la réunification, en 1990, c'est terminé. Et donc, il faut trouver un autre terme. C'est vrai que sans l'entente franco-allemande, les choses ne marchent pas bien. Mais ça s'est déséquilibré depuis. Et l'Allemagne a une force économique telle qu'elle peut, en quelque sorte, imposer sa ligne à toute l'Europe. C'est pour ça que le gouvernement économique qui est en train de se mettre en place, enfin, tant mieux, c'est bien ça. Ça fonctionnera vraiment bien si ce n'est pas uniquement un système de surveillance par l'Allemagne des autres. Donc il faut aussi qu'il y ait un débat entre ces pays sur la croissance, sur l'écologisation en 20 ou 30 ans de l'ensemble des systèmes, sur la monnaie, sur le taux de change entre l'euro et les autres monnaies du monde. Une partie de notre problème de compétitivité qui est géant, vive le rapport gallois, est quand même liée aussi à ça. Donc voilà, là c'est fondamental, et ça suppose qu'il y a un accord entre l'Allemagne et les autres. France, Italie, Espagne, etc., etc. Mais vous avez le sentiment que l'Europe progresse, qu'on est plus avancé en cette fin d'année qu'on l'était au mois de janvier ? La question ne se pose plus de la survie de la zone euro. Ça, c'est un progrès pour vous. Oui, c'est un progrès. Ça fait d'ailleurs 2 ans, parce que depuis que l'Allemagne a compris qu'elle ne pouvait pas prendre le risque pour elle de la désintégration de la zone euro, parce qu'elle fait 60% de son excédent en Europe, bon, donc elle a compris ça. Elle ne peut pas se retrouver avec un marque qui serait 40% au-dessus. Donc après, c'est une question de mise en œuvre. Mais c'est laborieux, c'est douloureux, mais c'est un progrès. Donc on va vous rappeler peut-être de la vieille formule de Jacques Delors, très juste sur l'Europe, fédération d'États-nations, qui sont toujours là, qui disparaîtront jamais. Mais on est dans où il y aura plutôt une sorte de confédération de l'Europe à 27, 28, 30, 35 un jour. La Grande-Bretagne est là-dedans. Et la zone euro plus forte. Donc qui est enfin dotée de ce gouvernement économique qui fonctionnera bien s'il remplit les fonctions que j'ai citées, plus le lien avec la démocratie. Il ne faut pas perdre. Sur l'Afghanistan, on n'en a pas parlé. La France qui retire ses troupes de combat. C'est le bon moment ? Oui, je crois que François Hollande a eu raison de considérer que la mission était terminée. De toute façon, par rapport aux États-Unis, il n'y a qu'une petite différence de calendrier. Vous voyez ? Puis avec le recul, on voit bien que autant... Ce sera 2014 pour les Américains. Et 2012 pour nous. Ouais. 2012, 2014, bon. Donc différence de calendrier, ce n'est pas une différence de principe ou de nature. Il n'y a d'ailleurs pas eu de problème entre Obama et Hollande au sommet de Chicago à ce sujet. On voit bien avec le recul que l'intervention initiale, renverser le système taliban qui avait abrité le système Al-Qaïda, était absolument justifiée de la part des Américains après le 11 septembre. D'ailleurs, personne ne l'a contesté à l'époque, ni les Russes, ni les Chinois, ni personne. Bon. Après, pendant quelques années, il fallait consolider ça, mais après, les dernières années, se lancer dans l'aventure de fabriquer de l'extérieur une sorte d'Afghanistan moderne, contrôlé par des troupes étrangères, c'est triste à dire, mais c'était pour ceux qui ont souffert ou qui ont donné leur vie pour ça, mais c'était inatteignable. Personne n'a jamais contrôlé l'Afghanistan de l'extérieur, c'est impossible. Merci Hubert Védrine, merci d'avoir été en studio avec nous ce matin sur Europe 1. Très bonne fête à vous. Merci. Demain, on change complètement de sujet, on parlera de sport à 7h45.